Christophe Barbaret, bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci d'être venu parce que ça fait très longtemps que tu agis, que tu es présent dans le marché, dans le secteur de la relation client, de la fidélité. Et là, justement, l'occasion nous est donnée de te recevoir ici chez cherclient.tv pour que tu nous parles d'une étude que tu viens de publier avec notre ami Thierry Spencer. Thierry Spencer, effectivement, du blog Le Sens du Client, avec lequel on a eu l'idée de publier à l'occasion de la Saint-Fidèle, qui était le 24 avril dernier, une étude sur les Français et la fidélité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut parler de ta société qui s'appelle INIT? INIT, c'est un institut d'études. Alors, tout à fait, c'est un institut d'études qui a eu 14 ans hier, le 5 mai 95, je l'ai créé donc il y a 14 années. On est depuis le début, 1995, axé sur les enquêtes satisfaction et relations clients. Et on a élargi un petit peu, on s'appelait INIT Satisfaction au début, on s'appelle maintenant INIT Capital Client. On a élargi à tout ce qui est satisfaction, fidélité, rentabilité, pour effectivement élargir la gamme de nos services et de nos offres. Donc on est vraiment un institut d'études marketing dans les études, donc tout ce qui va permettre la compréhension de la relation et de la fidélité des clients aux marques et aux entreprises. Donc ça, les auditeurs vont tout de suite comprendre pourquoi c'est tout à fait normal et naturellement que tu es ici aujourd'hui pour nous parler de cette étude, donc sur la fidélité. Alors la fidélité, effectivement, c'est un vrai sujet. On est tous dans les métiers de la relation client concernés. C'est même la finalité de nos métiers que de construire de la fidélité. On en parle beaucoup. Tout le monde en parle, toutes les marques et les entreprises se gaussent d'avoir des taux de satisfaction et de fidélité qui sont effectivement assez importants. Et nous savons tous en tant que professionnels que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est effectivement, les chiffres sont parfois un petit peu moins forts que ceux qu'on veut bien publier. Donc dans l'étude, on a voulu prendre un échantillon français représentatif et puis de leur poser des questions à la fois sur la fidélité amoureuse et professionnelle et puis la fidélité commerciale. Alors pourquoi cette étude? Quelle était la question que vous vous posiez et pourquoi vous vous êtes lancé dans cette étude? Qu'est-ce que vous vouliez savoir et pour quel motif? Alors premièrement, il y avait un motif effectivement d'interpeller la communauté professionnelle avec des chiffres sur les taux de fidélité des clients par rapport aux marques, aux entreprises. Il y avait un clin d'œil sur la Saint-Fidèle qui était l'occasion qu'on ne pouvait pas rater pour parler de fidélité, s'il y a bien un moment de l'année où on peut en parler. Il y a une autre fête en septembre où on pourra faire quelque chose qui est la Saint-Constant. On pourra voir si après être fidèle on peut être constant, mais c'était le clin d'œil à la fidélité qui effectivement nous a permis de dire parlons, profitons du jour pour parler de la fidélité. Quand on parle de fidélité, bien souvent dans notre univers judéo-chrétien, on pense surtout de fidélité amoureuse. Donc fidèle, c'est avant tout être fidèle à son conjoint, à son épouse et à sa famille. Et on a voulu effectivement avoir à la fois cette référence à une fidélité personnelle, familiale, conjugale, et puis à cette fidélité commerciale pour un peu mettre les deux chiffres en comparaison et puis de voir qu'est-ce que c'est qu'un chiffre de fidèle quand on est vraiment dans une fidélité exclusive, ou aurait-pu-elle l'être, et dans une fidélité commerciale où effectivement là on n'est plus exclusif, on est partageur, on est zappeur et on est attiré en permanence par le chant des sirènes des concurrents. Alors vous étiez parti de l'idée que la conjoncture pouvait avoir un effet sur cette fidélité? Alors à la fois, mais plus sans doute, effectivement, non seulement la conjoncture, la crise économique que l'on traverse, mais on sait très bien depuis quelques années, les clients sont devenus zappeurs, sont devenus infidèles, sont devenus changeants. Le web a modifié les comportements d'achat, de visite, de rencontres et de propositions des entreprises. On peut effectivement avoir avec des listes de prix tout de suite des propositions, on n'est plus obligé d'aller faire des boutiques. Donc ça déjà, ça a changé le comportement d'information et le comportement d'achat des clients, donc moins fidèles, plus zappeurs. Les clients sont devenus plus exigeants. La crise économique, effectivement, a rendu aussi les clients un petit peu plus fragiles parce que les moyens sont aussi limités. Et puis les politiques promotionnelles, alors ça c'est des choses que nous on voyait apparaître depuis déjà des années. Les politiques promotionnelles des entreprises font que de temps en temps, on n'a aucun intérêt à être fidèle, on a plus intérêt à être nouveau client. C'était aussi effectivement des chiffres sur lesquels nous on le voyait depuis très longtemps et on se dit faisons un chiffre et ce que nous savons tous de manière un peu confidentielle pour des études privées, on peut le mettre sur la table pour une étude publique qui nous permettra d'avoir des chiffres et de bien démontrer que les taux de fidélité ne sont pas aussi glorieux que ce qu'on veut bien croire. Alors, résultat, c'est le cas, les gens sont infidèles et ils ont des raisons de l'être? Alors,
des raisons de l'être, c'est un vrai débat. Ils sont infidèles, alors ils sont vraiment fidèles effectivement à leur environnement proche. Leurs conjoints, ou 89% des Français, plus les Françaises que les hommes, se déclarent effectivement fidèles à leurs conjoints, à leurs compagnons. Et avec, et c'est les deux chiffres d'ailleurs, les deux seuls taux d'augmentation de la fidélité, c'est les conjoints et les amis. On est à plus 22 pour les conjoints, à plus 15 pour les amis. Tout le reste, tout ce qui va être commercial, on va être à moins fidèle qu'auparavant. Les taux vont être non seulement plus bas, mais on va être encore moins fidèle qu'auparavant. Donc on est dans du déclaratif là. On est dans du déclaratif. Les gens vous disent qu'ils sont plus fidèles ou moins fidèles. C'est clair qu'ils sont plus fidèles ou moins fidèles, effectivement. C'est pas le degré de fidélité, c'est l'évolution. Alors il y a à la fois le taux, il y a à la fois le taux, il serait intéressant à la Saint-Fidèle de 2010, l'année prochaine, de refaire la même enquête et de voir si les chiffres sont les mêmes. Il y a à la fois le taux et puis il y a l'évolution dans le temps, puisqu'effectivement il nous paraissait intéressant, le taux est toujours éminemment discutable, mais l'évolution plus pareil, moins qu'avant, était effectivement un chiffre intéressant, et on a vu qu'à l'exception des amis et des conjoints sur lesquels il y avait plus, donc repli à un univers plus familial, repli sans doute sur la cellule effectivement de confiance, et puis de moins en moins sur toutes les marques et toutes les entreprises, et là effectivement il n'y en a aucune pour laquelle le plus a dépassé le moins. Ah oui, donc est-ce qu'à partir de ça, vous avez une petite idée de ce que la moyenne des gens entendent par fidèle? Parce qu'être fidèle, c'est quoi quand on est fidèle à une marque? Ça veut dire l'acheter régulièrement, l'acheter depuis longtemps? Alors c'est surtout la préférer aux autres, c'est effectivement, contrairement à la fidélité amoureuse où on disait exclusivité, dans la fidélité commerciale, on ne peut pas exiger l'exclusivité. On peut exiger de faire partie des fournisseurs de référence et si possible d'être le fournisseur préféré, celui chez lequel on va aller le plus souvent, chez lui chez lequel on va dépenser le plus d'argent et qui fera partie du petit panel des 2-3 fournisseurs avec lesquels on peut entretenir une relation tout à fait courtoise. Donc effectivement, c'est dans cette dynamique d'être le fournisseur préféré et d'avoir la plus grosse part de portefeuille où l'enjeu de la fidélité pour les marques est évident. Il n'y a aucun métier dans lequel on est fournisseur exclusif et même les monopoles là aujourd'hui pour lesquels il y avait quelques exclusivités de marché sont en train de se rendre compte que le jour où le marché est ouvert, il y a une grosse partie des clients qui sont plus fidèles parce qu'ils ne sont plus captifs. Mais la part du panier moyen ou la régularité de l'achat et la notion de préférence, ce sont deux choses qui ne peuvent pas forcément être obligatoirement corrélées. Je peux préférer un excellent restaurant, mais aller plus souvent dans une pizzeria. Alors les occasions vont bien entendu être différentes, mais le préféré, dans mes moyens, c'est pas dans mes moyens d'aller à mon restaurant préféré sera celui dans lequel je réserverai à quelques bonnes occasions, mais ce sera mon exclusif dans ces quelques bonnes occasions pour lesquelles j'ai, et puis mon préféré habituel, et qui sera peut-être même pas mon préféré, qui sera mon obligé, parce que ma proximité géographique, mes moyens fait que c'est mon restaurant habituel et c'est plus mon restaurant préféré. Donc effectivement, on peut distinguer les parts d'achat, mais il est intéressant pour chacun de regarder sur son marché, s'il est dans une fidélité passive, je n'ai pas le choix, j'y viens parce que c'est le plus près, c'est le moins cher, ou j'ai un avantage particulier qui fait que je n'ai pas l'occasion de changer de fournisseur. Par contre, dans certaines occasions, je préfère faire quelques kilomètres de plus, faire un détour, aller réserver mes achats, et on a tous, de temps en temps, dans pas mal de marques de produits, le choix entre une marque A et une marque B. On va faire le tour des marques pour s'informer et se renseigner. Si on va à la marque A qui est sa marque préférée, c'est là où la marque aura gagné en fidélité. Donc là, on retombe sur la notion de préférence, qui veut dire en gros, à offre équivalente ou un peu plus chère, je vais faire l'achat dans cette marque-là. Tout à fait. C'est vraiment là que les entreprises travaillent. Alors voilà, et c'est là où il faut se rendre compte, à offre équivalente ou un peu plus chère. Nous avions fait une étude l'an dernier sur pourquoi vos clients vous quittent, est-ce que c'est vous qui les avez poussés ou est-ce qu'ils ont sauté tout seuls, qui montrait le taux d'infidélité, et on avait de mémoire 92% des clients infidèles, donc ceux qui quittaient vraiment les entreprises, le faisaient pour trouver la même chose ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas moins cher, ils ne cherchaient pas mieux, ils cherchaient pareil ailleurs parce que vous ne m'avez pas donné des signes de récompense, des signes de fidélité, des signes de reconnaissance, que j'ai été maltraité, mal accueilli, mal servi et que je vais aller acheter une prestation équivalente dans un endroit où je serai mieux traité. Donc la fidélité ne reposait pas sur mieux ou moins cher, reposait sur la même chose ailleurs que chez vous. Une étude là, dont on avait entendu parler aussi au niveau européen, sur les motifs d'insatisfaction et d'infidélité, et il était ressorti que les Français étaient principalement infidèles en raison d'un traitement qu'ils jugeaient pas assez reconnaissant par les centres d'appel. Alors, il y a effectivement, c'est à la fois les centres d'appel, mais c'est d'une façon plus générale, tout ce qui est lié à la relation
et au service. C'est-à-dire que nous, dans toutes les études, depuis 15 ans que je fais ce métier, on se rend compte que comme dans la pyramide de Maslow, il y a les besoins de base qui sont parfaitement bien résolus, et que plus on monte dans la pyramide, la considération, effectivement, l'affectif, qui va être le sommet de la pyramide, est la part la plus complexe, et c'est la domaine dans lequel on trouve de la relation. Donc la relation, ça peut être la relation de proximité, celle que je vais avoir avec un commercial quand j'irai au magasin, ça peut être la relation à distance quand j'ai quelqu'un au téléphone avec qui j'appelle et avec lequel j'entretiens une relation, et c'est effectivement dans cette reconnaissance du statut de client, du fait que je sois un client reconnu, qu'on me connaisse, qu'on connaisse ma problématique, qu'on m'écoute, qu'on me rende service, où il y a le plus gros décrochage de fidélité, d'insatisfaction. Bien souvent, les produits sont à peu près corrects, la logistique est à peu près bonne, l'administratif est pas trop mal fait, le design, l'innovation va bien, et ce qui va être le défaut, c'est justement tout ce qui est autour de la relation client. Et quand une entreprise est déficiente en relation client, elle est bien souvent déficiente aussi dans ses centres d'appel, parce que sa culture est passée par là. C'est vrai que les Français étaient particulièrement peut-être sensibles, peut-être aussi est-ce lié au fait que les Français sont plus impliqués maintenant dans des logiques d'achat à distance par Internet, et que cette distance fait que le recours à une relation à la marque se fait par le biais du téléphone, oui. Et que du coup on y est davantage sensible, peut-être d'autres pays ou d'autres pratiques sont en cours. Mais donc, les Français se déclarent moins fidèles que par le passé. Moins fidèles que par le passé et à l'ensemble des acteurs économiques. Pour des raisons de traitement, de reconnaissance. Il y a à la fois des raisons de reconnaissance, il y a des raisons de traitement et de reconnaissance, mais il y a aussi des raisons de non-reconnaissance de ma fidélité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, chez les opérateurs de téléphonie aujourd'hui, j'ai intérêt à rompre mon contrat et à me représenter comme nouveau client, j'aurai plus d'avantages que de rester client un an de plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Les opérateurs de téléphonie mobile qui ont un marketing de pointe, qui sont des champions, qui sont élus meilleurs services clients, qu'est-ce qui leur arrive? Ils n'ont pas compris des choses aussi basiques. Ils n'ont pas effectivement mis en application des choses aussi basiques et qui consistent à dire je suis plus généreux avec le nouveau client de demain, et quand on parle de relation client ou service client, c'est bien souvent le client de demain pour lequel je serai obsédé et pas le client d'aujourd'hui. Le fait d'être très généreux et d'aller dans n'importe quelle boutique de téléphonie mobile où le vendeur va dire monsieur, je vous romps votre contrat, je vous en fais un nouveau et vous aurez plus d'avantages, et où même les directions marketing de ces marques-là le savent et l'acceptent et le vivent, c'est une hérésie parce que les clients ont bien compris qu'il n'y avait aucun intérêt dans ces systèmes économiques à être fidèle. D'être fidèle, ça veut dire que j'ai intérêt à reprolonger une année de plus chez vous, j'ai intérêt à revenir chez vous, soit parce que je suis reconnu en tant qu'être humain, on me parle, on me connaît. Est-ce que ce que le boulanger a compris depuis toujours, les grands opérateurs n'ont pas compris? Donc il va falloir que je retourne les voir pour que c'est moins facile. Ils m'expliquent pourquoi ils n'ont pas compris ça. C'est moins facile quand on est boulanger et qu'effectivement on a une clientèle de quartier captif, qu'on commence à connaître et qu'on ait un lieu de convivialité dans un quartier, que quand on est un opérateur de téléphonie mobile qui a des milliers, des centaines d'appels. En plus, les relations ne sont pas les mêmes. Quand vous allez chez le boulanger, c'est un petit moment de plaisir, vous allez acheter du pain, du gâteau, une bonne occasion, du pain frais, c'est un moment de plaisir. Et le boulanger fait partie des métiers nobles dans lesquels on avait effectivement, on avait reconnu que dans les métiers appréciés, dans lesquels il y avait l'affectif, il y avait cela. Quand vous appelez un opérateur téléphonique, quand vous appelez un SAV, quel que soit le système dans lequel vous êtes dans une situation de dépendance et de déplaisir. J'ai un problème, j'attends une solution. Donc là, vous êtes effectivement psychologiquement déjà dans un état qui n'est plus du tout le même que celui d'aller acheter un gâteau avec des bougies pour un anniversaire. Et pourtant, vous avez trouvé dans votre étude que les FAI, enfin les fournisseurs d'accès à Internet et de téléphonie mobile, sont ceux qui ont les clients les plus fidèles. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand on dit les plus, relativisons, ils sont à 54% de taux de fidélité. Donc, ça veut dire 1 sur 2, qui est effectivement pas si fort, pas si excessif que ça. Dans la téléphonie mobile, on a effectivement des clients qui se déclarent moyennement fidèles, à la fois parce qu'il y a une tentation permanente des nouveautés. Des gens comme Apple, iPhone ont bouleversé complètement le marché, rien qu'avec un nouvel outil, et des clients très satisfaits de leur ancienne marque ont changé par l'attirance, l'attraction de la nouveauté et du design de la technologie. Donc satisfaire et être fidèle ne suffit pas toujours pour résister à l'attraction d'une nouvelle offre.
En plus, on est sur les marchés de la téléphonie, sur un marché quand même relativement limité. Il y a 3-4 acteurs qui se tiennent effectivement très très ensemble. On est conscient que la satisfaction et que les qualités, les défauts des uns et des autres sont à peu près partagés. Et il y a une espèce de laxisme. On est fidèle un peu par obligation, par habitude ou par paresse, pas par conviction, pas parce que c'est le meilleur fournisseur et qui me l'a prouvé. Bien souvent, on n'a pas l'expérience d'un autre fournisseur, ou quand on en fait un autre, on se rend compte que c'est parfois pas mieux que le précédent, et donc un peu par défaitisme ou par habitude ou par paresse, les gens reconnaissent, bah oui, je suis effectivement fidèle pour la moitié, je suis fidèle à mon fournisseur. Par contre, le taux de churn, comme le disent nos amis de la téléphonie, est entre 15 et 20% chez les opérateurs. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez réellement entre 15 et 20% des clients qui vont changer d'opérateur à la fin de la rupture et de la fameuse date de contrat, et qu'entre ces 54% qui se déclarent fidèles, bah, il y en a effectivement au moins 20%, une petite moitié, qui passe à l'acte et qui a mis son sentiment d'infidélité à l'épreuve des faits en changeant carrément de fournisseur. Oui, donc ces opérateurs, ils ont un gros travail à faire parce que pour l'instant, on est plus attaché par un contrat qu'attaché par des relations de cœur. Tout à fait, attaché. Et puis là où les opérateurs, enfin entre parenthèses, les opérateurs sont très forts, c'est qu'au service clientèle, quand vous prononcez le mot magique résiliation, on vous passe à un service qui effectivement est un peu plus compétent, un peu plus serviable et qui a une marge de manœuvre beaucoup plus large, pour redevenir généreux, pour vous faire des offres, et qui arrive, alors que vous rentriez avec un sentiment d'infidélité, de rupture très très fort, à vous faire changer d'avis et à vous reprendre et à vous rétablir une fidélité captive. Et vous êtes sorti avec une intention complètement contraire à celle à laquelle vous pouviez avoir en entrant. Et là, félicitations au FAI, ils ont bien compris la technique de comment retenir des clients sur le départ. Donc ils sont plus doués que les maris ou que les femmes avec les maris volage en fait. Hein, on pourrait le dire. En gros, ça veut dire qu'on est à la fois vénaux et naïf. On est prêt à se faire acheter pour une nouvelle fidélité et à croire que les choses seront meilleures demain qu'elles ne l'ont été hier. Voilà, alors croire que les choses sont meilleures demain, c'est Dieu merci, c'est l'espoir, et ça nous fait vivre. Mais effectivement, je pense que les services de rattrapage et de fidélisation, vraiment de rattrapage des clients chez les FAI, ont bien compris qu'en vous écoutant, à un moment clé de la relation, en étant consciencieux, compétent, généreux, on pouvait faire basculer un client hostile en un client qui avait repris, alors bon, peut-être pas en total bonheur, en totale pleine satisfaction, mais qui avait été entendu, écouté, qui se sentait apaisé en disant, bon, au moins, j'ai obtenu quelque chose, j'ai obtenu un geste, je reste chez eux 2 ans de plus, et puis, et s'ils me refont le coup dans les 2 ans, je reviendrai, et ça peut, effectivement, c'est des cycles qui peuvent vivre durablement. Est-ce qu'à la base de ce métier, est-ce qu'on parle beaucoup, dès qu'on parle de fidélité, de satisfaction et de relations clients, on en arrive presque toujours à parler des opérateurs télécoms, parce que c'est un domaine dans lequel peut-être le client consommateur, il veut un peu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'il paye très très bon marché, un service qu'il voudrait à sa disposition en permanence, jour et nuit, au moindre ennui, alors qu'il va payer chaque fois 10 centimes d'euros de moins sur son abonnement mensuel. Et qu'est-ce qu'on a de nos jours pour 19,90 € quand on a déjà le réseau, le téléphone offert, etc. Est-ce que finalement il n'y a pas un marché de dupes en faisant croire à des consommateurs qu'à ce tarif-là, en plus, ils pourront téléphoner à des experts de haut vol qui vont gratuitement leur parler des heures au téléphone à leur disposition ? Alors c'est vrai que si on mettait le prix de ces experts de haut vol à disposition en permanence pour vous faire de la hotline de très très haut niveau, les prix des forfaits exploseraient. Il faut trouver le bon modèle économique entre un prix très attractif, des occasions d'appel qui normalement doivent être le plus minime possible, puisque si tout fonctionne, je ne dois pas avoir besoin de vous appeler. Et là, le forfait, effectivement, devient rentable des 2 côtés. Et que quand j'ai des occasions d'appel, j'ai effectivement des gens à un niveau de compétence, de gentillesse, d'amabilité suffisante pour être capable de me sortir du petit problème que je peux avoir. Et je pense qu'effectivement, le modèle économique est plutôt pas trop mal équilibré aujourd'hui, si ce n'est l'envie de changer, qui sera aussi un sentiment d'infidélité, la nouveauté des nouveaux produits qui peut arriver, et puis les incidents répétés, qui effectivement vont à un moment amener de la paralysie, amener de l'insatisfaction et de l'infidélité sur ces marchés-là. Avec des Français qui ont peut-être été mal éduqués en matière de valorisation du service rendu et qui n'ont peut-être pas pris le pli d'acheter au juste prix des services qui sont parfois coûteux à rendre. Alors on est non seulement effectivement dans une culture française où le service n'a jamais eu très très bonne presse, et on est en plus en ce moment dans une économie du tout gratuit.
Effectivement, aujourd'hui, il y a plein d'activités et tout le discours sur le téléchargement de la musique sur le web en est un bon exemple. On est dans des services aujourd'hui où vous devez plus payer et le web vous donne l'information gratuite, vous avez des services gratuits, des sites à information, même des technologies comme celle de Google sont apparemment gratuites puisque vous avez le monde à bout de clic sans avoir rien déboursé. Donc tout ça donne une dynamique effectivement et une implication aux acheteurs qui deviennent de plus en plus exigeants. Et nous on l'a vu dans les études, surtout sur les jeunes populations. Donc bonne chance et bon courage à ceux qui nous suivront, parce que les jeunes, les 20 à 30 ans, viennent de plus en plus exigeants, sont de plus en plus exigeants en termes de rapidité, c'est tout de suite maintenant et gratuit. Donc effectivement, ça veut dire qu'il y a une émergence de consommateurs qui n'est pas comme certaines personnes qui ont été élevées à attendre, poser des questions, attendre des réponses, écrire, attendre des délais de réponse, et qui avaient un rythme de relation avec leurs prestataires ou leurs fournisseurs qui étaient dans des jours, des semaines, parfois des mois, mais au moins des jours et des semaines quand tout allait bien. Et là, on passe effectivement avec les enfants du web, ces web natives, on passe sur des systèmes où tout doit être gratuit et immédiat. Et ça, c'est peut-être un avantage, puisqu'on a commencé avec le secteur bancaire, qui a eu les pires difficultés à faire admettre à certains de ses clients d'acheter, de payer le service, qui avait été longtemps inclus dans les produits dont on ne savait pas très bien à quel moment on les achetait, à quel moment on les payait, etc. Et finalement, ça peut peut-être devenir un avantage pour l'économie française, qui a su, par obligation, finalement, s'adapter à un univers du service gratuit qui est financé globalement par un équilibre économique qu'on ne perçoit pas forcément. C'est vrai que de temps en temps, on a intérêt, et bon, la plupart des entreprises le font, à bien segmenter ses offres en disant vous avez un produit bas de gamme dans lequel vous avez une offre nue et pas grand-chose, vous avez ensuite des services optionnels et des services haut de gamme dans lesquels vous pouvez tout avoir. Nous, on a travaillé parfois avec certains clients dans lesquels on a effectivement réussi à dégringoler les prix de vente en mettant des options, parce que de temps en temps, l'offre telle qu'elle était comprise était perçue trop chère, elle avait plein de services qui n'étaient pas utilisés ou qui n'étaient pas valorisés. Donc je peux améliorer mon prix en réduisant mon offre de services et vous proposer en option des services qui auront le prix justifié au moment où vous en aurez besoin. Parce que le jour où j'ai une panne, le jour où j'ai un problème, je suis prêt à payer quelque chose en service en échange, si vous m'avez expliqué, et qu'en échange de ça, j'ai acheté un prix qui était moitié prix par rapport à un forfait illimité. Donc il y a quelques clients industriels avec lesquels nous on a eu l'occasion de travailler, sur lesquels effectivement on a redécomposé l'offre de prix, la perception du prix des clients, et en offrant des services optionnels, et on est arrivé aujourd'hui à ce que la prestation de service représente presque 30% du chiffre d'affaires par rapport aux produits nus qui était effectivement développé en ayant modifié un petit peu l'offre de produits nus et à ce que tous les services associés représentent aujourd'hui 30% du chiffre d'affaires avec une vraie valeur ajoutée. C'est un petit peu la révolution qu'a connue l'informatique des PME, où au départ on achetait des grosses machines qui coûtaient cher et le logiciel était gratuit et le service de formation, etc. encore plus. Puis petit à petit, les logiciels ont été payants et sont devenus aujourd'hui la partie la plus coûteuse de l'ensemble, avec des machines dont les prix ont baissé et le service après, a posteriori d'accompagnement, de formation, de maintenance, etc. est devenu la plus grosse part du budget finalement. Tout à fait. Alors on voit même dans la plupart des entreprises, l'achat du matériel par rapport à la maintenance et aux services, que ce soit les sociétés extérieures ou les services internes, la maintenance coûte plus cher que l'achat et l'investissement des machines. Donc les ordinateurs ont baissé de prix, la maintenance est devenue, la qualité du réseau informatique de 100% d'opérationnalité, zéro défaut, à un prix dont on est tous conscients que des machines achetées à 500 €, on mettra des dizaines ou des vingtaines ou des centaines de milliers d'euros en maintenance et en préventive ou curative de ces infrastructures, parce qu'on a distingué le prix d'une machine bas de gamme qu'on peut jeter dès qu'elle est en panne, par rapport à un service qui, lui, doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on est bel et bien en train d'évoluer vers des rémunérations des services et de l'achat et de la vente, de la satisfaction qui sera au bout et de la fidélité, probablement. Alors, quel autre enseignement de cette étude? On a parlé des deux secteurs où il y avait des clients fidèles, mais un peu par obligation. C'était les opérateurs téléphoniques et les banques. Quoi d'autre? Alors, il y avait des métiers dans lesquels, effectivement, métier de bouche, boulanger, supermarché, dans lequel on a effectivement des fidélités relativement plus faibles. Boulanger à 28%, dans lequel on est effectivement plus facilement changer de boulanger. Puis là aussi, l'offre de la boulangerie a aussi beaucoup des enseignes spécialisées. Les grandes surfaces se sont mis à faire du pain de qualité. Donc l'univers de la boulangerie a aussi été en 5 ans énormément bouleversé. Et puis les supermarchés. Alors,
supermarchés qui sont les plus grands acteurs effectivement dans lesquels on peut dépenser son argent et dans lesquels on dépense beaucoup, pour lequel on est simplement à 27%, donc effectivement moins d'un sur trois, pour lesquels on est fidèle, avec là 17% de clients qui déclarent qu'ils sont de moins en moins fidèles à leur enseigne et à leur hypermarché. Alors ça tient à quoi? Ça tient à l'explosion du hard discount? Alors il y a à la fois le hard discount, la bagarre des prix à aujourd'hui, la multiplication des formats et puis une espèce de banalisation des offres, parce qu'effectivement aujourd'hui on a du mal à faire la différence entre les types d'offres qui peuvent exister. La moindre reconnaissance aussi de la fidélité des clients, parce qu'effectivement il y a très peu de systèmes de fidélité qui fonctionnent aujourd'hui dans la grande distribution, et puis le prix étant devenu un élément très 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 fort, je vais rechercher le meilleur prix en permanence, je vais zapper en permanence, et l'attachement à une enseigne qui ayant des valeurs différenciantes ou m'offrant des services originaux a effectivement de plus en plus de mal à exister. Alors les récompenses, c'est un peu ce qui pêche, c'est que les systèmes de récompense des programmes de fidélisation actuels sont réputés être extrêmement faibles en pourcentage des valeurs dépensées, c'est de l'ordre de 1%, 1,5% par an. Est-ce que c'est ça qui pêche? Est-ce que si on donnait 3 à 4 à 5% du budget global, est-ce qu'on renverserait la vapeur? Je pense que le premier qui donnerait 3 à 4% basculerait, mais aurait premièrement des problèmes de rentabilité ou serait suivi et tous les prix augmenteraient, donc ce serait un système à somme nulle. Je pense qu'effectivement ça passe par une vraie réflexion sur les besoins des consommateurs et des clients, sur la façon dont les valeurs et les attentes prioritaires qu'on donne à une grande enseigne, entre des marques bon marché, consommation de tous les jours et quelques produits de qualité, entre l'organisation et l'optimisation des rayons et la récompense, la fidélité, le plaisir que je peux avoir à venir chez vous. Donc la carte de fidélité est un moyen de vous reconnaître des primes, des tickets et des caisses. Mais la fidélité, elle passe aussi par la satisfaction, le plaisir, ou le moindre plaisir que j'ai à pousser mon caddie et à faire ma petite corvée de course du samedi après-midi. Et il y a aussi dans le lieu de vente des endroits où on peut retrouver du plaisir, où on peut retrouver des aménagements de petits marchés, de relations de commerce, et on voit bien les mises en scène qui sont faites de temps en temps dans certains supermarchés sur tout ce qui est poissonnier, légumes, dans lesquels on reconstitue un petit peu des endroits de vie qui sont beaucoup moins froids que certains endroits congélation. Pour le compte, c'est vraiment un endroit, un rayon froid à la fois dans sa décoration et dans son atmosphère, et qui redonne effectivement du plaisir aux courses. Donc ça passe non seulement par des outils de fidélisation, mais ça passe par des endroits dans lesquels on retrouve du plaisir à faire ses courses. Alors là, il y a des endroits où on peut fabriquer du plaisir et des endroits où on ne peut pas en fabriquer parce qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il peut y avoir du plaisir à être fidèle à un assureur, par exemple? Oui, on peut déjà avoir. Quand on parle d'assureur, c'est complexe parce qu'on parle à la fois d'une entreprise, d'une marque, d'une enseigne, et on parle d'un assureur, d'un contact, d'un commerçant de proximité. Donc on peut être satisfait de son assureur parce qu'on a une bonne relation locale avec le représentant, le mandataire, le commercial, qui va vous écouter, va vous comprendre, va vous expliquer le jour où vous avez tort, que vous avez tort, et gentiment et poliment et en vous respectant, et il aura réussi à faire passer un message qui n'est effectivement pas si facile que ça. Ensuite, la politique de communication de l'entreprise, de générosité et de sévérité de l'entreprise, le type de contrat que vous m'avez proposé. Si vous m'avez proposé un contrat bas de gamme dans lequel il n'y a rien de compris, j'aurai effectivement pas grand-chose en cas de pépin, et j'aurai une prestation dont je peux sortir insatisfait et infidèle, mais qui correspondra à un positionnement que l'entreprise a choisi. Si à l'inverse, vous m'avez convaincu qu'en prenant un petit peu plus cher le produit du milieu de gamme ou le produit du haut de gamme, j'étais assuré, garanti et que je n'aurais aucun problème et que j'aurais un service gold, ce jour-là, je deviens très satisfait et l'argent, la prime que j'ai payée devient effectivement tout à fait acceptable et tout à fait satisfaisante parce que j'ai eu un bon contrat et un bon risque. Donc ça peut rendre, au contraire, je pense que ce sont même des métiers dans lesquels la fidélisation est importante parce qu'il ne se passe rien tant qu'il ne se passe pas un pépin. Et donc, comment être satisfait après un sinistre? Puisque c'est bien comme ça que les clients, dans l'assurance, on est d'abord appelé une affaire, un dossier, puis un sinistre. Donc, effectivement, montre bien les étapes par lesquelles on passe en tant que client. Et sortir satisfait après un sinistre, bon, si on vous a donné raison et que vous remboursez, c'est tout à fait normal. Mais sortir satisfait après un sinistre dans lequel on vous a raisonnablement donné tort, parce que votre contrat ne le prévoyait pas ou que vous étiez en faute, ça c'est effectivement un gage de professionnalisme, et la proximité, la relation client vont jouer des éléments, la confiance que l'entreprise donne, sa communication, son image de marque, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle est, va faire partie des valeurs que je vais accepter quand l'entreprise m'aura donné tort pour lui rester fidèle. Mais à contrario, tu disais tout à l'heure que quels que soient les efforts, quand il y a de l'innovation,
il y a tendance à zapper parce que vous testez de nouveaux produits. Donc, Alors, pas toujours. Il y a une partie de clients qui est toujours en attente d'innovation et pour lequel la satisfaction ne sera jamais suffisante s'il n'y a pas innovation. Donc il y a des métiers dans lesquels satisfait ne sera effectivement pas la garantie. Il y a des métiers dans lesquels l'innovation n'est pas une recherche. Enfin, il y a des segments de clients dans lesquels l'innovation n'est pas une recherche. Je veux un produit qui marche, un produit relativement simple, auquel je comprends tout, qu'on m'assiste les moments où j'en ai besoin et dans lequel je ne suis pas en attente d'innovation. Donc c'est lié à l'implication qu'on a voilà. dans le produit. Tout à fait, c'est lié à l'implication, au degré de maturité qu'on a par rapport au produit dans lequel on est, et puis au type de marché. Il y a des marchés très innovants, il y a des marchés pas très innovants. Il y a des marchés dans lesquels l'innovation pousse, la téléphonie en est une, l'électronique en est une, les petits PDA, les téléphones, effectivement, tout ce qui va tourner autour de tout ça sont des métiers dans lesquels l'innovation, la voiture en est aussi un, dans lequel, effectivement, je peux être satisfait d'une voiture, mais au bout de 10 ans, il faut bien que je change, et là, l'innovation va me faire changer de marque. Si j'étais très satisfait de Renault, si Renault n'a pas produit un petit modèle électricité ou hybride, je vais changer de marque, tout en étant très content de Renault et d'avoir une voiture Renault qui m'a entièrement donné satisfaction pendant 15-20 ans. Donc à des moments, l'innovation va être un des moments de décision, de rupture de l'infidélité. Mais ça s'explique. Alors, je vous invite à aller faire un tour sur notre site web. Il y a un petit test qui montre les racines de la fidélité. C'est-à-dire, est-ce que la fidélité de vos clients s'alimente à leur satisfaction, c'est-à-dire l'expérience qu'ils tirent au quotidien de l'usage de vos produits et de vos services, ou est-ce qu'elle alimente de l'image de vos produits? Vous êtes innovant, vous êtes neuf, vous êtes attractif et satisfaire ne suffit plus. Vous allez effectivement être attiré en infidélité parce que l'image des produits va être très très forte. Et on a fait une étude qu'on a résumée par un petit jeu et par un petit test. Vous répondez à 10 questions et vous savez si vous êtes sur un métier où la fidélité est tirée par la satisfaction, l'expérience du produit, ou tirée par l'image. Ce que les autres disent vont toujours m'attirer plus que ce que vous faites vous. Alors, est-ce qu'à travers cette étude, est-ce qu'on confirme ou est-ce qu'on infirme l'absence de relation évidente entre satisfaction et fidélité? Ou plutôt on raisonne à l'envers en disant, si je suis insatisfait, je serai probablement bientôt infidèle. Mais c'est pas parce que je serai satisfait que je resterai fidèle. Alors on est tout à fait d'accord, ça c'est un grand principe, effectivement un grand postulat. Satisfaire est suffisant mais pas... nécessaire mais pas suffisant. Nécessaire mais pas suffisant. Il faut avant tout être satisfait pour être fidèle, mais c'est pas parce qu'on est satisfait qu'on est fidèle. Donc là, il y a ce fameux curseur qui dit il y a des secteurs dans lesquels la satisfaction au quotidien, en absence de facteurs image, va jouer son rôle de fidélisation, et il y en a d'autres où ça sera insuffisant, il faudra trouver d'autres ressorts. Alors voilà, donc nous on est spécialistes des études justement de fidélité et de satisfaction, donc notre métier c'est à chaque fois d'étudier les composantes de la fidélité et de la satisfaction, et on a un petit mapping assez classique dans nos métiers, qui est de regarder par rapport aux clients, quels sont ceux qui sont dans l'axe fidèle et satisfait. Ceux-là sont accros, effectivement, on peut les garder. Ceux qui sont dans l'axe fidèle mais insatisfaits, donc des zappeurs, des gens en permanence à la recherche d'innovation, de nouvelles solutions, et votre satisfaction n'est plus suffisante pour les faire résister au chant des sirènes ou au désir de changer. Ensuite, vous avez des insatisfaits mais fidèles. Alors ceux-là vont être peur d'inertie, peur du changement, rupture, ou c'est compliqué, ou c'est pareil ailleurs. Ou c'est pareil ailleurs, voilà, ou des freins mis au changement par le prestataire, qui peuvent être également des freins intelligemment mis pour vous empêcher le plus possible d'avoir envie de sortir. Des freins négatifs, je vous ai mis 3 ans de contrat, vous ne pourrez pas en sortir, ou des freins positifs, je vous ai mis des tas de points, et si vous changez de fournisseur, vous allez perdre ces points, ce serait dommage. Donc bien qu'insatisfait, je vais quand même rester fidèle, parce que mes points, mes avantages acquis ne vont pas me faire perdre. Et puis ensuite, j'ai effectivement des insatisfaits infidèles, et Dieu merci, c'est plutôt la logique, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans 92%, les insatisfaits sont infidèles. Donc il n'y en a que 8% qui sont des masochistes, qui vont rester en étant insatisfaits et infidèles pour des raisons, là aussi, d'inexpérience, d'inhabitude, de paresse, ou dans des produits dans lesquels ils sont désimpliqués, pour lesquels ils s'en fichent, et pour lesquels ça n'a pas d'importance, pas d'implication personnelle. Alors, cette étude, quel autre enseignement? Est-ce qu'il en ressort une tendance? Est-ce que l'Internet, par exemple, a accéléré les processus? Est-ce que le zapping va devenir une culture générale partagée irréversible? Ou est-ce qu'on va voir émerger une maturité de la consommation sur Internet avec des marques Internet qui vont régénérer de la fidélité? Alors l'Internet a bouleversé effectivement le panorama de la relation client, et en 10 ans c'est plus du tout la même chose. Ça a monté le niveau d'exigence des clients, mais ça a aussi fait monter le niveau de pratique et d'exigence des entreprises.
Effectivement, on parle en ce moment beaucoup de relations clients, capital client, satisfaction et relations clients. Quand j'ai démarré il y a 15 ans dans ce métier, les premiers prospects que j'allais voir en disant je fais des enquêtes de satisfaction, on me riait presque au nez en me disant monsieur, j'ai pas besoin de savoir si mes clients sont satisfaits, tant qu'ils sont chez moi, ils sont satisfaits et j'ai pas de problème. Donc effectivement, en 15 ans, ça a quand même changé et dans les 5 dernières années, le bouleversement d'Internet a fait monter la maturité, l'exigence des clients et la maturité des entreprises. Donc dans les entreprises, on a des services maintenant compétents qui savent étudier pourquoi les clients nous aiment, pourquoi ils nous quittent, des services d'appel compétents qui savent traiter, accueillir, des services de reconnaissance et de fidélité qui savent faire ce qu'il faut, des services de scoring et d'analyse d'appétence, de churn et pourquoi et quels sont les prochains qui vont partir. Donc la maturité des entreprises a aussi effectivement augmenté pour être en rééquilibre de cette fuite de clientèle et de cette tentation permanente d'aller voir à l'extérieur. Et alors, dernière question peut-être, est-ce que quand on est fidèle et quand on est infidèle, on est infidèle? Non, alors ça c'est aussi une autre étude qu'on avait faite. L'infidélité n'est pas un statut individuel. C'est-à-dire qu'on a des fidélités à des produits, à des marques, et on peut être infidèle à d'autres produits, à des marques. On peut être très fidèle à une marque de café et être infidèle à une voiture en se disant tous les 3 ans je change de marque de bagnole, j'en ai rien à fiche. Ou au contraire être très infidèle à des parfums, je change de parfum tout le temps, et être très fidèle à une bombe de mousse à raser. Donc l'attachement n'est pas, la fidélité et l'attachement n'est pas une valeur personnelle et individuelle. Autrement dit, on ne peut pas le faire avec des CSP, on ne peut pas le faire avec des groupes de clients, ça s'analyse par famille de produits. Il y a des produits fidélisants, séduisants, attractifs, attachants, et il y a des produits dans lesquels il y a du zapping, il y a de l'envie, et c'est effectivement très lié à des comportements personnels, et ça aussi ça nous avait surpris de se rendre compte qu'on n'était pas intrinsèquement fidèle ou infidèle, qu'on était très très partageur en fonction des valeurs de la maturité. Ça c'est un mot très très important. Selon le degré de maturité que j'ai sur une marque, une entreprise ou un produit, je suis plus ou moins fidèle, et plus je suis mature, plus je deviens fidèle parce que compétent, parce qu'expert et capable de choisir. Et mon choix va être très pointu, mais il va être irrévocable. Alors que quand je suis faiblement expert dans un métier, je vais réagir à des offres de prix, à des offres que je vais considérer comme banalisées, et je vais me promener entre toutes ces marques tant que je n'aurai pas compris quels sont les éléments de choix, quels sont les éléments de différence et pourquoi je vais choisir A plutôt que B. Donc là aussi c'est un élément important que les entreprises doivent prendre conscience, c'est est-ce que mon produit est un produit impliquant ou pas, et est-ce que je m'adresse, quelle est la courbe de maturité de mes clients, on le voit dans le téléphonie mobile ou dans les fournisseurs internet, les plus exigeants, les plus fidèles sont les plus exigeants parce qu'ils ont mis à l'épreuve tous les fournisseurs et ils ont déjà mis de côté tous ceux qui ne répondaient pas à leurs besoins, et ce sont les plus exigeants qui sont les plus fidèles parce qu'on a résisté à l'épreuve des faits. Alors, la surprise, ça a été les coiffeurs. Les coiffeurs, on se disait, un coiffeur, c'est ma tête, c'est très impliquant, c'est à côté de chez moi, j'ai l'habitude et j'en change pas. Et pourtant, ils sont avec un degré de fidélisation extrêmement faible. 40%. Est-ce que c'est l'émergence des chaînes de coiffure qui ont banalisé l'approche, qui fait que, après tout, je choisis celui qui est ouvert et qui a de la place, il va de toute façon me couper exactement pareil que le voisin, et le fait qu'il me connaisse depuis 20 ans ne changera rien? Peut-être qu'en plus, de toute façon, ma tête a tellement changé depuis 20 ans que ça ne change rien. C'est quoi l'explication? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois changer de coiffeur et changer de tête. Donc, de temps en temps, on a aussi envie de changer de tête et de changer de coiffeur. C'est vrai que les enseignes ont aussi un peu banalisé la relation individuelle qu'on pouvait avoir avec un coiffeur de proximité de quartier, quelqu'un qui vous connaît. Et le problème dans les enseignes aujourd'hui, Ça change. C'est que les coiffeuses elles-mêmes sont rarement les mêmes. Et quand on pose la question, vous êtes suivi par qui? La personne en question est rarement là. Donc effectivement, ce système un peu d'industrialisation et d'uniformisation des marques a fait que l'offre a rendu les clients un petit peu plus zappeurs. Alors on peut être fidèle à une enseigne ou à une marque, mais pas automatiquement à un salon ou à un individu. C'est-à-dire effectivement, ma femme va me vanter les mérites de telle et telle enseigne en me disant j'essaye d'aller plus souvent chez telle enseigne, mais pas automatiquement à telle adresse ou à tel salon de coiffure. Là aussi, il va y avoir un univers d'offres avec des offres premier prix, 15-20 euros sans rendez-vous, et puis des salons de coiffure effectivement très haut de gamme, 150 euros avec rendez-vous, et vous serez fidèle à une gamme de marques ou d'enseignes à l'intérieur de ça, mais vous allez changer dans votre créneau de ce que vous aurez mis le milieu de gamme ou le haut de gamme, vous allez changer d'enseigne, de coiffeur, et surtout effectivement de coiffeur en tant qu'être humain. C'est-à-dire que ce n'est pas le même coiffeur individu qui vous coiffera, vous irez vous promener chez une enseigne la fois suivante. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire qu'en fait, le fait qu'on devienne
peut-être en temps de crise, avec des achats compulsifs pour compenser du stress, etc. Plutôt on voit émerger dans de plus en plus de secteurs des achats d'impulsion, qui fait que ça vient battre en brèche l'avantage que procurait une plus grande proximité, donc le choix, le facteur géographique. Ça peut peut-être jouer, on est avec moins d'achats réfléchis où je vais près de chez moi par habitude, et plus je passe devant, après tout, je vais changer de tête parce que ça va me permettre de résister au stress, et je passe devant ce coiffeur, oui, mais aussi voilà, pour d'autres, le boulanger, etc. Voilà. Les occasions de consommation se sont effectivement prises. Comme il n'y a plus de rendez-vous, je peux voir un coiffeur dans lequel il y a de la place, je rentre. Et effectivement, l'occasion d'infidélité, mais aussi proposée par le type d'offre qui est proposé. Et c'est vrai qu'à la fois les budgets se sont réduits, l'achat d'instinct qu'on peut tous savoir, que ce soit sur internet, on va cliquer, ou que ce soit dans la ville ou sur des rayons, et puis effectivement l'application des enseignes, des formats. Le boulanger, vous avez aujourd'hui de très bonnes chaînes industrielles de boulangerie qui sont même parfois meilleures que certains petits boulangers de quartier. Le petit boulanger de quartier a parfois lui aussi perdu ce qui pouvait faire sa valeur ajoutée, sa différence, et n'a pas su tenir ce niveau de qualité ou de très haut service qu'il était en droit de fournir. Et tout ça effectivement produit de l'infidélité, produit du zapping, ce qui est déjà une tendance naturelle qu'on a tous. On pourrait en parler longtemps. Merci Christian, c'était une belle étude que on va suivre pour l'année prochaine, donc j'imagine. Voilà, rendez-vous le 24 avril 2010. Et puis d'abord rendez-vous en septembre pour la Saint-Constant. Pour la Saint-Constant. Merci Emmanuel. À bientôt.